Ça coûte 200 000, mec. Tu vas me dire à qui sont ces clés. Les plaques d'immatriculation viennent d'un autre état. Tu es sûr que ce sont les tiennes? Je t'ai déjà dit que ce sont les miennes. Tu te rends compte que ça sonne faux? Il semblerait que le problème vienne de toi, pas du mien. Super, retourne-toi. Les mains derrière le dos. Sérieusement? Allez, retourne-toi maintenant. Pour l'agent Luis Salgado, les comptes ne collaient pas. Un jeune homme noir en survêtement plus une Lamborghini de 200 000 $ équivalait à un délit. Il était tellement sûr de son calcul qu'il ne se contenta pas de poser des questions, il passa les menottes, mais il était sur le point d'apprendre que le préjugé est une très mauvaise calculatrice et que sa propre caméra piéton enregistrait une erreur qui allait lui coûter son badge. Ce que tu viens de voir, c'était du profilage racial dans sa forme la plus pure, un agent qui ne parvenait tout simplement pas à croire ce qu'il voyait. Tu as vu l'affrontement. Maintenant, nous allons te raconter toute l'histoire et le moment où l'arrogance de ce policier s'est heurtée à la froide et dure vérité d'une immatriculation. Si tu penses que la réussite ne devrait pas être un crime, appuie sur s'abonner et dis-nous en commentaire ce que tu ferais si un agent mettait en doute ta propre voiture. Rebobinons jusqu'à l'endroit où cette histoire commence vraiment. Pas dans une station-service de Floride, mais dans un petit appartement de Detroit, 15 ans plus tôt, où un garçon de 19 ans nommé Marco Nunez était assis à un bureau d'occasion, s'apprenant à programmer à la lueur d'un écran d'ordinateur portable qui clignotait chaque fois que l'on bougeait le câble d'alimentation. Marco a grandi dans un quartier où les rêves étaient des luxes que peu pouvaient se permettre, où les sirènes se faisaient entendre plus souvent que les oiseaux, et où les plus réussis étaient ceux qui partaient sans se retourner. Mais Marco avait un autre type d'ambition. Il ne voulait pas seulement s'échapper, il voulait construire quelque chose. Il a passé 2 ans en équipe de nuit dans un entrepôt. Ses mains se mouvaient en pilote automatique à trier des colis, tandis que son esprit résolvait des problèmes en Python et en JavaScript. Il dormait 4 heures par nuit, parfois moins, alimenté par le café de station-service et la conviction têtue que, s'il travaillait assez dur, assez intelligemment et sans relâche, il pourrait créer une vie qui ne ressemblerait en rien à celle qu'il avait reçue à la naissance. À 23 ans, il a lancé sa première appli, un outil de planning pour les employés horaires qui résolvait un problème qu'il connaissait de première main. Ce n'était pas une idée à 1 milliard, mais c'était solide, utile et surtout rentable. Il a vendu cette entreprise 2 ans plus tard pour suffisamment d'argent pour voir plus grand. La suite s'est faite dans la fintech, en aidant les travailleurs à la tâche à accéder immédiatement à leurs gains au lieu d'attendre le jour de paye. Ça a pris. En 3 ans, Marco est passé du quart de nuit à l'entrepôt au statut de millionnaire autodidacte. Sa société a été rachetée par une plateforme plus grande dans un accord relayé par les blocs tech, et le solde de son compte le faisait encore parfois regarder 2 fois pour y croire. À 34 ans, Marco Nunez était exactement ce que les États-Unis prétendent célébrer, une histoire d'ascension à la force du poignet. Un garçon qui a réussi contre toute attente grâce à l'intelligence et au travail acharné. Il a diversifié ses investissements, conseillé des startups, battu un patrimoine non seulement pour lui mais aussi pour sa famille et sa communauté, en créant des bourses et des programmes de mentorat parce qu'il se souvenait de ce qu'était de coder dans le noir sans personne à qui demander. Et oui, il s'est offert une Lamborghini. Une Huracan rouge pour être précis, avec un V10 de 610 chevaux et un prix qui aurait été incompréhensible pour son moi de 19 ans. Il ne s'agissait pas de frimer, même s'il mentirait en disant qu'il n'y avait pas un peu de satisfaction, il s'agissait de posséder quelque chose de beau, qui ne représentait pas seulement de l'argent, mais un accomplissement. Quelque chose qui, à chaque tour de clé, lui disait qu'il y était arrivé. Ce jour-là, fin avril, Marco conduisait cette Lamborghini d'Atlanta à Miami, empruntant la goutte panoramique le long de la côte de Floride parce qu'il le pouvait, parce qu'il n'avait ni réunion ni délai. Parce que parfois, le sens de la réussite, c'est la liberté de prendre le chemin long, et le trajet était glorieux. Les vitres baissées, l'air chaud, le grondement du moteur en harmonie avec la playlist, un après-midi digne d'un film. Il était habillé pour le confort, pas pour impressionner. T-shirt blanc, pantalon de survêtement gris, basket. Il portait de courtes tresses et une simple chaîne en or offerte par sa mère des années plus tôt. Il ressemblait à ce qu'il était, un gars sur la route, détendu et décontracté, la tenue que tu mets quand tu passes la journée en voiture et que seul le confort compte. Vers 2 heures, il a quitté l'autoroute pour une station-service de bourgade. 3 pompes, une petite boutique aux annonces défraîchies en vitrine, des voisins qui s'appellent par leur prénom. Le soleil éclatait, cette lumière floridienne qui rend tout saturé et un peu irréel. Marco s'est arrêté à la pompe numéro 2, la peinture rouge brillant comme du feu liquide, et a commencé à faire le plein. Il n'a pas remarqué la patrouille garée de l'autre côté de la rue. Il n'a pas vu l'agent Luis Salgado l'observer les yeux plissés, ce regard policier qui évalue, calcule, juge. Salgado finissait son café quand le bolide est entré et son attention s'y est apposée.
Non pas parce qu'il y avait quelque chose de suspicieux à faire de l'essence, mais parce que dans l'esprit de Salgado, certaines choses n'allaient pas ensemble. Un jeune homme noir en survêtement plus une Lamborghini de 200 000 $ équivalait à un délit. Il était tellement sûr de son calcul qu'il ne se contenta pas de poser des questions. Il passa les menottes, mais il était sur le point d'apprendre que le préjugé est une très mauvaise calculatrice et que sa propre caméra piéton enregistrait une erreur qui allait lui coûter son badge. L'agent Luis Salgado avait 43 ans et portait le badge depuis 18 ans, la plupart du temps dans la même petite ville où il ne se passait presque rien sinon des contrôles routiers, des querelles domestiques et quelques ivrognes. Il était entré avec ce qu'il appelle des bonnes intentions, servir et protéger, mais au fil des années, quelque chose s'est calcifié en lui, un ensemble de présomptions sur qui a sa place où et qui est susceptible de faire quoi. Il n'appellerait pas cela du racisme, il se vexerait à la suggestion, il insisterait sur le fait qu'il juge les actes pas la couleur de peau, mais ces actes racontaient une autre histoire écrite dans les voitures qu'il arrêtait, à qui il demandait des papiers, à qui il accordait foi et à qui non. Quand il a vu Marco à la pompe, son vrai nom n'a pas traté personne réussi dans une road trip en voiture chère. Il a traité mauvaise personne, mauvaise voiture, vol probable. Des plaques de Tréta n'ont fait que confirmer son soupçon. Il a demandé par radio une vérification de l'immatriculation, des plaques californiennes sur une Lamborghini dans la Floride profonde, et lorsque le premier résultat était revenu propre, mais enregistré à une adresse de Los Angeles, le soupçon de Salgado s'est durci en certitude. Ça ne collait pas. Un gars en survêtement ne possédait pas une telle voiture. Oviamil l'avait prise à quelqu'un. Salgado a activé sa bodycam et a quitté son poste et a parcouru les 100 mètres jusqu'à la station, les pneus grissant sur le gravier tandis qu'il se garait juste derrière la Lamborghini, la bloquant. La caméra corporelle a tout capté de son point de vue. Le rouge éclatant, les détails chromés, les plaques californiennes et Marco, qui venait de finir de faire le plein, totalement inconscient qu'il allait être accusé de voler son propre bien. Marco n'a pas remarqué la patrouille quand elle l'encerclait. Il a senti ce nœud familier dans le pectoral que tant de personnes noires dans les États-Unis connaissent. Le recalcul instantané de la position des mains, du ton de voix, de la manière de survivre à une interaction avec quelqu'un qui porte une arme et l'autorité de s'en servir. Il n'avait rien fait de mal. Il ne roulait pas trop vite, n'était pas mal garé. Il faisait acte de présence en public. Mais il savait aussi que ne rien faire de mal ne protège pas toujours. Salgado est sorti de la voiture, sa caméra tournait, et les premiers mots dévoilaient ses présomptions. « C'est une voiture de 200 000 $, dit-il d'un ton déjà accusatoire, déjà incrédule. Sa main gantée de bleu entra dans le cadre tandis qu'il désignait la Lamborghini comme s'il identifiait une preuve sur une scène de crime. « Tu me dis à qui sont les clés que tu tiens ? Pas « est-ce ta voiture ?» Pas « puis-je voir la carte grise ?» Seulement « à qui sont ces clés ?» La formulation même révélait que Salgado avait déjà décidé que Marco ne pouvait pas être le propriétaire, qu'il tenait des clés appartenant à quelqu'un d'autre, que c'était déjà une scène de crime et que Marco était déjà le suspect. Marco a reconnu le jeu immédiatement. Il avait eu assez de succès et de visibilité pour y avoir été confronté. L'apothéose que sa richesse devait être illégitime, qu'un homme noir avec de belles choses les avait obtenues par le vol, les drogues ou une entreprise criminelle. Parce que l'idée du succès noir légitime était d'une certaine manière plus difficile à croire que la conspiration la plus élaborée. L'immatriculation indique que c'est d'un autre État. Enchaîna Salgado comme si c'était une preuve de délit plutôt qu'un indice que Marco venait d'un autre État. Ce que les gens font régulièrement aux États-Unis. « Tu es sûr que c'est à toi ?» demanda Salgado. Et voilà, l'accusation directe enveloppée dans une question. L'insinuation que Marco mentait avant même qu'il puisse dire la vérité. Marco regardait l'agent. Il le regardait vraiment, lisant son langage corporel, le ton, la manière dont Salgado se plaçait, comme quelqu'un qui se prépare à une confrontation, et il prit une décision. Il pouvait être déférent, jouer le oui sir et non sir et espérer que l'obéissance le protégerait, ou affirmer sa dignité et refuser de participer à un rituel d'humiliation fondé uniquement sur la couleur de sa peau et le préjugé de l'agent. « Je t'ai déjà dit que c'est à moi », dit Marco calmement, sa voix posée mais non soumise. Croisait celle de Salgado sans agressivité, mais sans reculer. Ça ne plie pas à Salgado. Il n'a pas aimé la certitude sereine dans la voix de Marco. Il n'a pas aimé que cet homme ne se ratatine pas, ne balbutie pas, ne lui offre pas la déférence attendue. Dans l'expérience de Salgado, les innocents s'expliquent trop et trébuchaient sur leurs mots en tentant de prouver qu'ils appartenaient. Les coupables restaient froids, connaissaient leurs droits et refusaient de fournir des informations. Le calme de Marco dans l'arithmétique de Salgado devenait une autre évidence qu'il cachait quelque chose. Tu comprends pourquoi ça sonne peu crédible. Et là résidait le fond du problème. Cela sonnait peu crédible non pas parce que Marco avait donné des fausses informations, ni parce qu'il existait le moindre indice de vol, mais parce que dans l'esprit de l'agent Luis Salgado, les hommes noirs en survêtement ne possèdent pas de Ferrari, donc Marco devait mentir.
Marco sentit la colère monter, cette fureur particulière d'être déclaré coupable de sa propre vie, mais il la canalisait dans quelque chose de plus froid, plus tranchant. Il le regardait droit dans les yeux et dit « Ça ressemble à ton problème, pas aux mains ». C'était la réponse parfaite, sans insulte, sans menace. Rien qui puisse être tordu en trouble à l'ordre public ou en résistance, juste une affirmation claire. L'incrédulité de Salgado appartenait à Salgado. Marco était propriétaire de la voiture. Il avait l'immatriculation, l'assurance, les clés, toute la documentation attestant la propriété légitime. Si Salgado ne pouvait pas croire qu'un homme noir puisse se permettre de belles choses, c'était une défaillance de son imagination. Mais Salgado n'était pas intéressé par examiner ses biais. Il voulait affirmer son contrôle, prouver que son autorité passait avant les droits de Marco, faire comprendre à ce petit arrogant qui commandait. « Très bien, retourne-toi », ordonna-t-il en portant la main à la menotte. Main dans le dos. Marco sentit les mots comme un coup physique. Il était sur le point d'être arrêté pour posséder une voiture. Pour exister en tant que noir dans une Ferrari dans une station-service de Floride. La scène absurde prêterait à rire, s'il n'était pas dangereuse, si un geste ou une parole de travers ne faisait pas tout dégénérer vers la tragédie. « Sérieusement ?» dit Marco, et ce seul mot en disait long. « Tu vas vraiment m'arrêter pour ça ? On en est vraiment là, en Amérique ? Je dois vraiment être menotté parce que tu ne peux pas imaginer que j'ai travaillé pour ce que j'ai ? » « Allez, tourne-toi !» insista Salgado, la voix désormais plus dure, celle de quelqu'un qui a décidé et ne compte pas revenir en arrière, aussi tort qu'il soit. Marco obéit, non pas parce qu'il était d'accord, ni parce qu'il croyait l'arrestation légitime, mais parce qu'il comprenait l'arithmétique des rencontres avec la police. Résister, même avec raison, même face à une interpellation abusive, peut te coûter des blessures ou la vie. Il se tourna lentement, des mouvements délibérés et visibles, les mains allant vers l'arrière. Chaque geste, conçu pour montrer qu'il n'était pas une menace, qu'il coopérait, qu'il n'y avait aucune raison d'escalader. Le déclic métallique des menottes se refermant sur ses poignets résonna nettement sur la caméra piéton de Salgado. La caméra montra les mains de l'agent le palper, cherchant des armes, de la drogue, n'importe quelle trace qui justifierait ce qu'il avait déjà fait. Il ne trouva rien. Portefeuille, téléphone, clé sur un porte-clés Ferrari. Rien d'illégal, rien de suspect. Seulement les effets d'un voyageur. Marco resta là, menotté, sa voiture rutilant à côté. D'autres clients regardaient, et il en sentit tout le poids. Des siècles de ça, des générations de personnes noires traitées comme suspectes dans leur propre vie, coupables jusqu'à preuve du contraire, et parfois même pas encore. Mais il ressentit aussi autre chose, de la certitude. Il savait comment cela se terminerait. Il savait que l'immatriculation l'appuierait. Il savait que Salgado était sur le point d'éprouver l'humiliation particulière de voir son préjugé exposé par une simple documentation. Salgado retourna au véhicule de patrouille, laissant Marco menotté près de la Ferrari, et prit la radio. La caméra piéton capta clairement sa voix. « Centrale, lance le VIN de cette Ferrari. » Il lut le numéro depuis le pare-brise, cette longue chaîne de lettres et de chiffres qui raconte l'histoire de chaque voiture. Il y eut une pause. Peut-être 30 secondes pendant que la centrale consultait le système. Marco attendit, le visage serein, presque paisible. Il n'était pas inquiet. Il savait exactement ce que ce VIN renverrait. Puis la voix de l'opératrice retentit, nette, professionnelle et dévastatrice pour la théorie de Salgado. Le véhicule appartient à Marco Nunez. Immatriculation valide. Aucun mandat en cours. Aucun signalement de vol. La caméra piéton capta la réaction de l'agent à la perfection. Il tourna la tête vers Marco, puis baissa les yeux sur le portefeuille qu'il avait pris lors de la fouille. Il l'ouvrit, sortit le permis, et il était là. Marco Nunez, le même nom que sur l'immatriculation, le même visage que l'homme menotté, une adresse californienne assortie aux plaques, tout légitime, tout légal, exactement comme Marco l'avait dit. Salgado resta là, menotté, sa voiture rutilant à côté. D'autres clients regardaient, et il en sentit tout le poids. Des siècles de ça, des générations de personnes noires traitées comme suspectes dans leur propre vie, coupables jusqu'à preuve du contraire, et parfois même pas encore. Mais il ressentit aussi autre chose, de la certitude. Il savait comment cela se terminerait. Il savait que l'immatriculation l'appuierait. Il savait que Salgado était sur le point d'éprouver l'humiliation particulière de voir son préjugé exposé par une simple documentation. Salgado retourna au véhicule de patrouille, laissant Marco menotté près de la Ferrari, et prit la radio. La caméra piéton capta clairement sa voix. «
Centrale, lance le VIN de cette Ferrari. Il lut le numéro depuis le pare-brise, cette longue chaîne de lettres et de chiffres qui raconte l'histoire de chaque voiture. Il y eut une pause, peut-être 30 secondes, pendant que la centrale consultait le système. Marco attendit, le visage serein, presque paisible. Il n'était pas inquiet. Il savait exactement ce que ce VIN renverrait. Puis la voix de l'opératrice retentit, nette, professionnelle et dévastatrice pour la théorie de Salgado. Le véhicule appartient à Marco Nunez. Immatriculation valide. Aucun mandat en cours. Aucun signalement de vol. La caméra piéton captura la réaction de l'agent à la perfection. Il tourna la tête vers Marco, puis baissa les yeux sur le portefeuille qu'il avait pris lors de la fouille. Il l'ouvrit, sortit le permis, et il était là. Marco Nunez, le même nom que sur l'immatriculation, le même visage que l'homme menotté, une adresse californienne assortie aux plaques, tout légitime, tout légal, exactement comme Marco l'avait dit. Salgado resta là, silencieux un long moment, la caméra enregistrant ce silence et on pouvait presque voir les calculs dans son esprit. Il avait menotté un homme en se basant uniquement sur l'apparence et le préjugé. Il avait accusé sans la moindre preuve. Il avait illégalement retenu un citoyen parce que son esprit ne parvenait pas à concevoir qu'un jeune noir puisse posséder légalement une voiture chère. Et il avait tout fait devant la caméra. Le retour jusqu'à Marco lui sembla plus long qu'il ne l'était. Ses doigts tremblaient un peu sur la clé des menottes. L'assurance d'avant avait été remplacée par autre chose. Pas exactement de la honte ni du remords, mais l'admission qu'il s'était trompé. Et l'erreur était documentée. « Bien, on en a fini ici », murmura-t-il en lui retirant les menottes, d'une voix dépouillée de son ancienne autorité, la tentative faible de quelqu'un qui cherche à sauver la face. « Oui, je comprenais parfaitement ce que tu étais en train de vérifier », dit-il d'une voix basse. Il n'ajouta rien. Ce n'était pas nécessaire. Tous les deux savaient ce qui venait de se passer, quel supposé l'avait motivé, ce que Salgado avait décidé de voir en le regardant et en refusant de croire. « Je peux y aller maintenant ?» demanda-t-il. Et ce n'était pas vraiment une question. Salgado acquiesça, déjà en train de reculer, déjà tentant de mettre de la distance avec une rencontre qui avait tourné spectaculairement mal. « Oui, conduis prudemment. » Il regarda retourner au véhicule de patrouille, puis il sortit calmement son téléphone, ouvrit son application de NAT et tapa rapidement « Agent Luis Salgado, numéro de badge visible sur la caméra piéton, détention illégale, profilage racial. » Il prit des photos de la voiture de patrouille, du badge, de la scène. Il n'était pas furieux, ou plutôt, il l'était. Mais il était aussi méthodique, pensant déjà plusieurs coups en avance à ce qui allait suivre. Car ce n'était pas terminé, ni pour Marco, et bien sûr ni pour l'agent Luis Salgado. Il faut des preuves réelles d'une activité criminelle réelle. L'enquête dura 6 semaines. Pendant ce temps, d'autres plaintes à l'encontre de l'agent Salgado émergèrent. Des dossiers que, aux affaires internes, on avait auparavant classés ou écartés. De ces dossiers ressortait un patron, de multiples incidents d'interpellation disproportionnée de conducteurs issus de minorités, des doutes sur son usage du comportement suspect comme justification pour des contrôles qui semblaient plus proches du profilage que du travail de police. L'épisode du bolide ne fut pas une aberration, ce fut l'exemple le plus flagrant d'un patron de plusieurs années. L'agent Luis Salgado fut suspendu dans l'attente du résultat. Lorsque les conclusions arrivèrent, elles furent accablantes. La détention de Marco Nunez fut déclarée illégale, une violation de la protection du 4e amendement contre les fouilles et saisies déraisonnables. L'usage des menottes fut considéré comme une force excessive, compte tenu de l'absence totale de conduite menaçante ou d'indices de délit. Et le patron de contrôle similaire suggérait non pas une erreur isolée, mais un biais systémique dans sa manière d'agir. Il fut renvoyé. Pas discrètement mis à la retraite, pas autorisé à démissionner, mais congédié. 18 ans de carrière prirent fin parce qu'il n'avait pas pu croire que Marco Nunez possédait une voiture chère. Mais Marco n'en avait pas fini. Il engagea un avocat spécialisé en droit civil, expert des violations du 4e amendement et des fautes policières, et déposa une plainte fédérale contre Salgado et contre le département qu'il employait. La plainte détaillait la détention illégale, le profilage racial, l'atteinte aux droits de Marco et l'angoisse d'avoir été menotté et humilié en public sur la seule base de la couleur de sa peau.
Les avocats de la ville examinèrent la caméra piéton, consultèrent leurs propres experts et arrivaient à une conclusion inconfortable. Ils perdraient le procès. Un jury qui verrait ces images percevrait exactement ce que Marco a vécu. Un homme noir traité comme un criminel pour le délit d'avoir réussi. L'image était désastreuse, la loi claire et les dommages pouvaient être importants. Ils s'approchèrent de l'avocat de Marco avec une proposition d'accord. Le montant final fut scellé dans le cadre du pacte. Mais ceux qui connaissent ce type de litige l'estimèrent clairement à 6 chiffres, peut-être plus. Plus important pour Marco, l'accord incluait un décret de consentement obligeant le département à mettre en place une formation obligatoire sur les biais, à revoir ses politiques de contrôle et d'interpellation, et à créer un conseil citoyen de supervision pour examiner les plaintes de profilage. C'était le type de changement qui pourrait éviter que le prochain Marco Nunez finisse menotté dans une station-service, et cela comptait plus que l'argent. 6 mois après cet après-midi d'avril, Marco reprit la route dans son bolide, vitres baissées, musique à fond, remontant la côte de Californie vers le nord. Il pensait à vendre la voiture après ce qui s'était passé. Il se demandait si cela valait le peine des tracas, des regards inévitables, des questions et des suppositions. Puis il décida que vendre la voiture serait concéder la victoire à Salgado. Admettre qu'il devait se faire plus petit, moins visible, moins réussi pour esquiver le préjugé de ceux qui ne peuvent pas imaginer l'excellence noire. Alors il garda la voiture. Et chaque fois qu'il la conduisait, chaque fois que quelqu'un regardait à 2 fois ou s'attardait, il pensait à Jean-Louis Salgado et au compte qui ne lui revenait pas. Il pensait à un homme si prisonnier de ses préjugés qu'il ne voyait pas la réalité même si elle était garée devant lui. Il pensait à ce qu'avait coûté cette mauvaise addition. Une carrière, une réputation, de l'argent public et surtout la dignité d'un citoyen qui avait tout fait correctement et qui fut traité pourtant comme un délinquant. La caméra piéton que Salgado alluma, croyant qu'elle documenterait son bon travail, devint la preuve irréfutable de son biais. Chaque mot, chaque geste, chaque présupposé fut capturé en haute définition.